1947, naissance du terme soucoupe volante. 1991, 44 ans se sont écoulés pendant lesquels j'ai étudié le phénomène OVNI. Je suis donc un ufologue. J'ai baptisé mon premier ouvrage documentaire « Les soucoupes volantes viennent de notre monde » et « Blackout sur les soucoupes volantes » qui était le second, totalement épuisé. Ils vont paraître en janvier 92 aux éditions Vaugirard, Presse de la Cité. Il faut savoir que, dès le départ, la communauté scientifique, téléguidée, manipulée par les nations, s'est inscrite en faux, à nier en bloc, à parler d'hallucinations, de canulars. C'est faux. Ce fut un mensonge. Nous allons le développer au cours de la cassette. Mais ce que la communauté scientifique a à se reprocher, ou que nous lui reprochons, ne peut pas s'adapter à tous les scientifiques. Il y a aussi des scientifiques objectifs et honnêtes. Et par exemple, le professeur Michel Bounias, qui a créé le laboratoire de biochimie de l'université de l'INRA à Avignon. Il a enquêté sur une chose extraordinaire qui s'est produite à Trans en Provence. Bien sûr, il ne dit pas c'était les Martiens, c'était les Vénusiens, c'était les Ibis. Il a l'honnêteté intellectuelle de dire ce qu'il a constaté, et ce qu'il a constaté, ça ne vient pas de chez nous. Bien, et alors il vous est arrivé dans la vie une aventure assez extraordinaire qui a sollicité votre sagacité, et vous avez fait une recherche pour le compte du GEPAN, le Groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, sur lequel je ne porterai pas maintenant de jugement, ça viendra plus tard. Un contrat a été passé entre vous et cet organisme. Et le Centre national d'études spatiales, très exactement, puisque c'était en 1980 que le CNES m'avait sollicité pour savoir si dans des circonstances précises, il serait possible de mettre en évidence un impact biologique de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors je leur avais répondu que dans certaines conditions, ça pouvait effectivement être possible, et donc nous avions passé un contrat entre le CNES et le ministère de l'Agriculture pour le cas où. Une semaine après la signature de ce contrat, un habitant de Trans en Provence voit un engin se poser dans son jardin qui laisse une sorte d'empreinte photographique dans le sol. Le professeur Bounias est alors chargé d'analyser les plantes prélevées autour de la trace. J'ai donc fait une analyse très complète d'une série de plantes prélevées sur le centre de la trace, sur la trace elle-même et à des distances de plus en plus éloignées. Je passe sur les détails, en particulier mathématiques. J'ai pu montrer que bien souvent, les effets qui ont été observés décroissaient, diminuaient en fonction de l'inverse du carré de la distance. Alors ça pouvait faire penser à un phénomène par exemple de type électromagnétique, c'est un exemple. J'ai essayé de comparer ces effets produits à ceux de produits toxiques, de produits chimiques, de la chaleur, de sources physiques différentes, etc. Je n'ai rien trouvé qui puisse expliquer complètement les phénomènes observés, qui présentait en plus une autre particularité. Dans ces plantes, le métabolisme fonctionnait un peu à l'envers, comme si en mettant en première, vous appuyez l'accélérateur, vous partez en marche arrière. Hein. Et au fur et à mesure que vous accélérez, vous avez moins de consommation, tout ça fonctionnait d'une manière anormale. Voilà. Donc il s'est produit effectivement des troubles assez profonds et liés, donc je suis sûr qu'il y a eu des perturbations biochimiques anormales. C'est de la toxicologie, pure et simple. Ceci étant, dans la limite de ce qu'on peut affirmer au terme d'une recherche scientifique, eh bien, je ne vois pas quoi d'autre que ce qui a été décrit par M. Nicolai aurait pu produire ces effets-là. Maintenant, quant à me demander si l'engin est un objet extraterrestre ou pas, alors là, ça, moi, je ne peux pas vous répondre, bien entendu. Ce remarquable travail d'analyse du professeur Bounias a fait sauter le GEPAN, le Groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, que nous payons avec nos impôts. Cet organisme de recherche qui a pour vocation d'étouffer la vérité. Il a sauté parce que l'analyse du professeur Bounias est inattaquable. Alors il a sauté, mais malheureusement, d'autres continuent à sévir, sous le titre de CEPRA. C'est la même équipe, c'est le même lieu, CNES à Toulouse, Centre national d'études spatiales. Le CEPRA, ça veut dire Service d'études des phénomènes de rentrée atmosphérique. Alors là, c'est toujours la même histoire, ça n'existe pas, c'est du bidon, des hallucinations. Je voudrais rappeler aussi qu'en Union soviétique, pendant la guerre froide, un individu du nom de Vychinski
procureur général du Soviet suprême, un véritable barbare, a nié farouchement l'existence des soucoupes volantes, disant que c'est curieux, on les voit dans les pays capitalistes, sous-entendu où on boit beaucoup de whisky, mais pas en Union soviétique, qui est pourtant un pays de vaste dimension. Nous savions qu'il mentait. En voici la preuve. Grâce à ce que nous déclare un éminent ufologue soviétique, Boris Churinov. Oui, j'ai été, si vous voulez, comme ça, donc un ufologue privé, comme on dit, oui. Et puis, je suis rédacteur en chef et éditeur de cette revue. Pour mon livre, là, les tirages étaient importants, 300 000 exemplaires. Alors, Boris, quand on a commencé à parler des soucoupes volantes, nous, en France, les critiques, les sceptiques disaient « Oh, ça... » Puis, disons, en 54, vous avez eu toute une vague. Tout à fait. D'accord. Mais chez nous, c'était le silence absolu. Et voilà, vers la fin de l'année 50, on a commencé à en parler, mais justement, comme chez vous, disant que c'était plutôt aux États-Unis et pas chez nous, c'était de la propagande. Tout à fait. Impérialiste. Tout à fait. Oui. Pour endormir les gens, et d'ailleurs il y a des gens qui continuent la même chose aujourd'hui, c'est de l'Académie des sciences. Alors vous nous avez parlé tout à l'heure hors caméra d'un cas extrêmement intéressant et récent en Union soviétique, c'est ce petit garçon qui n'était pas allé à l'école parce qu'il était malade, souffrant, et qui s'est amusé à faire des photos de la fenêtre. Eh bien alors c'était près de Moscou, à une cinquantaine de kilomètres. C'était au mois de mars de l'année passée. Et voilà ce garçon, qui est là, même, je peux vous montrer, ce petit garçon souriant. Il est resté à la maison pour ne pas aller à l'école, en disant qu'il était malade. Et voilà, il prenait des photos de son chat. Et son chat. Il en a fait 2. Comme ça, comme vous voyez ici, il y a la fenêtre. Il est devant la fenêtre. À 1 mètre, disons, de la fenêtre, à 1,50 m peut-être. Et tout d'un coup, il voit l'apparition d'un objet juste en face de sa maison. Il faut dire qu'il habite au rez-de-chaussée, ils ont 4 étages. Enfin, les distances sont connues, c'est 80 mètres entre sa maison et l'autre. Alors lui, il comprend que c'est un ovni, il fait la première photo. Mais tout de suite, il s'approche de la fenêtre, il en a fait une autre, et il prend la décision de continuer jusqu'à la fin du film. Et vraiment, on peut parler de la gage. Ici, il y a quelque chose qui ressemble à 2 pattes, ou à 2 dispositifs, disons, qui s'ouvrent pour que ce petit objet puisse sortir. Mais ici, attention, ici, plus de pattes. C'est ça. Ils sont nettement séparés. Nettement séparés. Bon, nettement séparés. Et voilà, on arrive à la 8e séquence. Là, ils se sont bien écartés. Bien écartés. Donc pas de pattes, et vous voyez cet écartement. Et puis, ce qui est très important, le film n'est pas découpé. Alors, ça se présente en entier. Continuité absolue, et chaque cadre est numéroté, et comme ça, on ne pourra pas parler des trucs, des trucages. Enfin, moi, je vais essayer de faire un document sérieux. Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de photographies de soucoupes volantes ou d'ovnis existent de par le monde. Nous savons aussi que ces engins se posent. D'autres s'écrasent. On a fait des études, des recherches dans ce domaine. Et à ce propos, Roger Rémy, qui est un chercheur de pointe, qui travaille à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, il y a 25 ans déjà, m'a raconté des choses étonnantes qu'il avait vues. Il est le représentant de l'IMSA, l'Institut mondial des sciences avancées aux États-Unis, et il a eu entre les mains des éléments irréfutables extrêmement troublants. Je rappelle, la spécialité de Marcel Vogel était d'abord un grand chimiste. C'est le père du disque dur, c'est le père du floppy disk, c'est le père des cristaux liquides chez IBM, détenteur de plusieurs brevets. Donc Marcel Vogel était un grand chercheur déjà dans le domaine de la chimie. Marcel et moi, nous avons eu entre les mains un échantillon, je veux dire un sample, un échantillon de métal qui techniquement n'a pas pu être fait sur Terre. Je m'explique, ce métal, cet échantillon de métal, toutes les molécules étaient faites de façon synthétique, étaient rapprochées de façon synthétique, ce qui est de loin la technique du frittage, de loin la technique de la céramique.
de loin la technique de fusion du métal. Par contre, une très forte probabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon très alchimiste, la fusion froide, de cold fusions, auquel personne ne croit. J'ai eu l'occasion d'avoir des débris également entre les mains de corps de ces passagers, pour des mêmes raisons d'analyse. Donc il ne fait pas de doute qu'il y a bien eu des êtres vivants qui ont craché sur Terre, qui ont été récupérés par des autorités américaines, et les malheureux ufologues qui ont été mêlés à ces histoires-là de près ou de loin ont été souvent l'objet d'accidents ou de crises cardiaques, et parfois même de chantage au silence. Inquiétant, non. Terriblement inquiétant, puisque derrière tout cela se cache une horrible vérité. Un Américain du nom de John Lee, ex-agent de la CIA, a fait des révélations fracassantes vers la fin de l'année 1988. J'ai moi-même reproduit ces déclarations dans le magazine Le Monde Inconnu en décembre 88. Il s'agit d'accords passés entre les autorités américaines, le président Truman en l'occurrence, c'était en 46-47, et une espèce extraterrestre inamicale. Un organisme secret tout puissant fut créé sous le nom code de Majesty 12, autrement dit Majestic 12 ou MJ12, où il est question de gris, de ces êtres de petite taille. Nous y reviendrons. Sujet tabou que j'ai abordé et développé dans mes deux romans vérités, Ibi Alerte Rouge et L'Entité Noire d'Amouka, aux éditions Vaugirard, presse de la Cité. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas, hélas, de la science-fiction. C'est quelque chose de vrai, d'inquiétant, qui nous concerne tous, nous, les êtres humains. Des gens sérieux, des techniciens tels que, par exemple, Robert Hastings, qui est un éminent technicien en photographie aux États-Unis, que j'ai rencontré à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, va nous parler de certaines choses touchantes à cette horrible vérité. De façon générale, le gouvernement américain a classé top secret les informations concernant les ovnis depuis 1947. On peut dire que depuis 1953, la CIA a senti que ce problème concernait la sécurité nationale et elle a pris la relève de l'US Air Force pour la coordination des recherches concernant les ovnis. Cela continue encore aujourd'hui. J'ai un intérêt particulier pour les documents concernant les armes nucléaires. Un grand nombre de documents datant des années 40 ou des années 60 et 70 font état d'ovnis, manœuvrant autour d'installations nucléaires telles que des silos, des centres de développement d'armes nucléaires comme Los Alamos, autour de dépôts d'armes nucléaires, dans les bases du Strategic Air Command. Les documents indiquent clairement que le personnel de ces installations décrivait des objets en forme de disque ou de soucoupe qui ne faisaient aucun bruit et qui parfois tournaient autour du silo à une altitude d'à peine 60 mètres. Des avions de chasse ont été lancés d'une base du Montana pour intercepter ces objets, après qu'on les ait vus au-dessus de silos. C'était en novembre 1975. Les documents décrivent avec beaucoup de détails la venue de ces engins nuit après nuit, sur une période de 2 semaines, au-dessus des installations stratégiques de cette partie des États-Unis. Un ufologue français a, lui, vécu longtemps aux États-Unis, et particulièrement à Albuquerque et au Nouveau-Mexique. La région de Dulce ne lui est pas inconnue. Il s'agit de Jean-François Gilles, qui était un chercheur du CNRS, mais qui est devenu un ufologue tout à fait au courant de ces problèmes qui nous cachent les gris. Jean-François Gilles, ces êtres, venus d'ailleurs, on les appelait les Ibis, E-B-E. Quelle en est l'origine? Non pas des Ibis, mais de l'appellation. Apparemment, ils ont été dénommés comme ça, ces êtres, on verra peut-être un peu après de qui il s'agit, dès 1947, dès les premiers crashs, dès le crash de Roswell, par un des membres éminents du MJ12, le docteur Detlev Monk.
Ce qui occasionne, à mon avis, la confusion avec le mot les gris, the greys, the short greys, les petits gris. C'est que la dénomination EBE, IBI, a été connue dans les années 80, à savoir pour nous à la fin des années 80, de même que la terminologie les gris, les greys, les petits gris, aussi à la fin des années 80. Mais l'expression gris, c'est une expression ouverte, c'est-à-dire qui était employée par les gens qui s'en occupaient, alors que l'expression EBE est une expression officielle employée dans les documents ultra secrets en 1947 et après. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ibis, les gris, ne sont pas une œuvre d'imagination. Sylvio Houssaye les a reconstitués tels que des portraits robots à la suite de divers témoignages. Bon, prenons l'exemple du gris. C'est à partir du témoignage de Luli Oswald, qui habite au Brésil et qui est professeur de musique dans différentes universités. Et elle a été enlevée avec un jeune garçon, ami de son fils, et ils ont subi des examens médicaux, même sexuels, enfin, et sous hypnose, elle s'est souvenue de tout ça. Donc elle a fait la description bien détaillée de ces petits êtres de petite taille, 1m30 environ, aux yeux très noirs, très perçants, au visage triangulaire. Elle parlait par exemple que la peau ressemblait à celle d'un rat mouillé. Donc d'après toutes les descriptions qu'elle a fait en public, le 5 septembre 88, lors d'un congrès à Rio, j'ai pu, grâce à tous ces détails, faire ce portrait robot. Pour ce qui est de l'autre portrait robot, c'est après une trentaine de témoignages où j'ai pris tous les points communs. On arrive à peu près à ce personnage qui est déjà plus stéréotypé, un petit peu ce qu'on retrouve dans des films, c'est moins typé que le gris là, poilu. George Andrews est un ufologue américain, un ufologue de pointe. Il est l'auteur de Extraterrestrial Among Us, qui n'a pas été traduit en français. Il travaille à un nouvel ouvrage, Extraterrestrial Friends and Foes, extraterrestres, amis et ennemis. Il va nous expliquer les dessous de ces accords secrets passés entre les ibis et les militaires ou le gouvernement aux États-Unis.